L'économiste Schumpeter disait qu'une société sans innovation est une société morte. Et encore une fois, le Togo a choisi la vie, mais la vie pas toute seule, la vie avec les autres. Donc c'est avec joie et profit que je vais vous présenter quelques partenaires qui sont ici présents. Je vais commencer par Madame Tikwaka, qui va se présenter elle-même tout à l'heure. Monsieur le maire de Palimé, une société française à Méthène, la société Vernier et l'AFD. Chacun, à son niveau, tentera de débattre, d'échanger, c'est sous forme d'échange et de débat, sur son expérience, sur la question de l'eau et assainissement, en quoi est-ce qu'on peut innover au service des enjeux du Togo. Le Togo a 40% de sa population qui manque encore d'eau potable. Donc, le travail est énorme. Mais ce qui est intéressant au Togo, c'est que le dernier gouvernement, dans le cadre de sa politique nationale de développement, le PND, a inscrit l'eau comme un axe prioritaire. Et les communes qui font partie de la fêtière des nouvelles communes du Togo s'inscrivent dans cette démarche. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de partager, d'échanger et de voir dans quelle mesure, tous ensemble, avec les acteurs aussi bien du privé que du public, débattre autour de cette question. Alors, Madame Tikwaka, je vous donne la parole. Merci, Pascal. Je suis Kosiwa Tikwaka, ingénieure hydraulicienne, administratrice du bureau d'études African Rural Water Pro, que nous appelons souvent ARWP. Pascal, je continue avec ma présentation. Okay. Alors, la question de l'eau au Togo, comme Pascal le disait, c'est d'abord une question d'accès, en ce sens où il s'agit de pouvoir trouver l'eau, mais pas seulement, l'eau potable, pour pouvoir desservir les populations. Depuis 2010, nous sommes en nette croissance. Nous sommes passés de 30,45% aujourd'hui à un peu plus proche de 60% au niveau de la population totale au Togo. Et la question qui se pose, c'est d'ici 2030, comment arriver à couvrir le gap, soit environ 1 million de personnes qui doivent encore avoir accès à l'eau, surtout en milieu rural. Et au Togo, le cadre institutionnel et le cadre légal prévoit 3 différentes zones, la zone urbaine, la zone semi-urbaine et la zone rurale. Chacune de ces zones a son mode de gestion des ouvrages d'accès à l'eau. En l'occurrence, en milieu urbain et en milieu semi-urbain, il y a un contrat de concession et d'affermage à la SPO et à la TDE. Et en milieu rural, c'est une direction du ministère, la direction de l'alimentation en eau potable, qui a la responsabilité de l'accès à l'eau. Dans le contexte actuel où nous avons plus de 50 ans d'indépendance, mais ces 3 différents volets n'arrivent pas à couvrir les 100%. Mettre en place une stratégie pour atteindre donc les 100% demande une nouvelle réflexion. Et une des réflexions, c'est d'abord la définition des zones. Alors, en tant qu'ingénieur ayant étudié cette question avec les communes, avec le ministère, avec la SPE, avec la TDE, avec les confrères ingénieurs, la définition des zones se basant sur la population de 1500 habitants a toujours été un peu problématique en termes de facilité d'accès, mais aussi en termes de rentabilité de ces zones-là. Donc la première question, c'est reformer cette définition, soit en augmentant la population. Après, c'est la mise en place des infrastructures permettant aux populations d'avoir accès à cette eau à moindre coût et des infrastructures qui permettent d'avoir un service durable. Dans le sens de répondre à cette question de la durabilité, le Togo s'intéresse de plus en plus à la question de l'investissement du secteur privé dans la construction de
dans le secteur de l'eau. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a surtout des investissements par les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'AFD et l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, la question c'est comment faire pour que le secteur privé s'investisse de plus en plus. Le ministère est en train de se tourner et la stratégie est en cours d'élaboration, sinon de finalisation. Le ministère se tourne vers 2 axes, notamment la délégation du service public à un privé et les partenariats publics-privés. Ces 2 modèles sont vraiment de nouveaux modèles à implémenter au Togo et donc cela va demander de l'innovation en termes de tests. Nous allons sûrement nous inspirer des tests des autres pays qui ont avancé sur le sujet, mais dans le contexte togolais, dans le contexte culturel togolais, dans le contexte des affaires au Togo, voilà, cela va demander quand même que nous puissions redimensionner un certain nombre de tests et de cadres. En termes techniques, la modélisation du service dans le sens de sa rentabilité, dans le sens de son accès facilité, est toujours une question. Parce que en milieu rural et en milieu semi-urbain, dans un petit pays comme le Togo, rendre ces services durables demande que l'on puisse avoir de l'innovation en termes de gestion. On nous donnera peut-être des idées de gestion avec du personnel limité, avec l'appui du digital et autres. C'est des innovations qu'il faut aujourd'hui forcément regarder du point de vue du service de l'eau. Donc voilà un peu les différents points que moi je pourrais présenter, en l'occurrence la définition des différentes zones, l'implication du secteur privé dans le financement du secteur de l'eau et les innovations technologiques et digitales pour la gestion des infrastructures hydrauliques. Merci. Je vais vous demander de nous partager quels sont les enjeux pour vous et en quoi est-ce que, je crois que vous-même vous êtes chef d'entreprise par ailleurs. Merci beaucoup, oui. Je me nomme Winnie Dogbaché, ingénieur chimiste de formation aussi, directeur de société et maire de la commune de Palimé, Cloto 1, depuis 2 ans. La problématique de l'eau, tout le monde le sait. Vous savez, quand vous allez un peu dans nos villages, dans nos contrées, soit les gens ils s'installent au bord des rivières pour fonder leur village. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'eau, c'est la vie. Là où il n'y a pas d'eau, vous ne trouverez pas de village. Plus ou moins. Donc c'est devenu une nécessité. Et quand Tipoaka parlait effectivement de la problématique au jour d'aujourd'hui, nous, au niveau des communes, il va falloir, pour qu'on puisse régler définitivement les problèmes d'eau, qu'il y ait des financements du secteur privé au niveau de la gestion de l'eau. Et ce qui suppose qu'il faut un cadre légal institutionnel qui permettra donc au privé de pouvoir s'intéresser à la gestion de l'eau dans nos communes. Et ensuite, le vrai scénario, c'est qu'il va falloir qu'au niveau de l'intercommunalité, que la commune se mette ensemble pour pouvoir essayer de lancer des appels à projets pour pouvoir avoir des financements. Mais à ce niveau, on peut dire aujourd'hui que le gouvernement il a fait des efforts depuis pour la gestion de la crise pour essayer donc de réduire le coût d'abonnement donc de la connexion d'eau au niveau donc des villes, de nos villes, comme elle avait dit, mais ça ne suffit pas. Vous voyez, il est important maintenant qu'au niveau des communes, qu'il y ait plus une implication à tous les niveaux, même le bureau du citoyen, parce que nos communes au jour d'aujourd'hui est gérée par participation active au niveau donc des populations. C'est ce qui fait que même la société civile est directement impliquée. Mais il faut de l'eau potable et de l'eau potable à un coût très réduit pour permettre donc
au petit marchand ou bien à la femme qui doit aller à la bonne fontaine de venir acheter donc de l'eau à des coûts réduits. En fait, c'est ça qui est le plus important parce que pour pouvoir avoir de l'eau, il faut des fois marcher 10 à 15 minutes pour aller vers la bonne fontaine pour avoir de l'eau potable. Mais tout ceci, il faudrait que nous soyons plus près de nos administrés. La connexion de l'eau doit être juste à côté des ménages. C'est ce que moi je voulais dire en attendant de partager encore certaines préoccupations avec vous au fil du débat. Merci. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien noté, hein, donc il faut, vous pensez qu'il faut proposer l'eau à des coûts réduits aux populations. L'eau a un coût. Vous avez évoqué les questions de financement. J'ai vu dire dans une commune du Togo qu'elle cherchait à privatiser l'eau. Donc je ne sais pas si vous, dans votre commune aussi, vous en êtes, vous commencez à réfléchir à cette question. En tout cas, ce qui est à noter aujourd'hui, c'est qu'on a des bailleurs forts qui nous soutiennent depuis des lustres comme l'AFD. Donc je me tourne vers monsieur le représentant, le directeur de l'AFD. L'eau et assainissement au niveau du Togo. De Paris, d'accord. Vous venez directement de Paris. On vous en remercie d'ailleurs. Donc, alors, l'AFD, le Togo, l'Afrique, c'est pas qu'aujourd'hui. Allô ? J'enlève mon masque. Vous m'entendez bien ? Bon, ça fait de nombreuses années, bien évidemment, que l'AFD est représentée au Togo depuis 1960, en réalité. Mais ça fait depuis une douzaine d'années qu'un gros focus a été mis sur l'eau. Au Togo, on a commencé modestement par une subvention de 11 millions, et puis de subvention en subvention. Et on a rajouté des prêts et des délégations aussi de fonds qui viennent de l'Union européenne. Si bien qu'aujourd'hui, nous totalisons avec éventuellement une bonne nouvelle de la Banque mondiale qui viendrait avec 65 millions de dollars. On totalise plus de 140 millions d'euros de projets en cours. Donc je pense qu'on a quand même travaillé, et quand je dis on, j'inclus bien évidemment tous les ministères successifs chargés de l'eau au Togo, pour essayer de mobiliser ces fonds. Mais il faut faire quelques constats. On a encore 40% des gens sans eau potable, comme vous l'avez dit. 40%, c'est peut-être même en deçà de la réalité. Donc il nous faut encore beaucoup plus d'argent et on y travaille. Madame a bien fait aussi la description de ce qui est l'eau potable, avec trois secteurs, l'urbain, qui est confié à la Togolaise des eaux et à la Société de patrimoine, la SPO, le périurbain, qui est confié à la Société de patrimoine et la plupart du temps aussi à la Togolaise des eaux, mais un petit peu par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autres opérateurs institutionnels sur le pays, et le rural, où les gens s'alimentent toujours via des sources, des comités d'eau, ou des pompes à motricité humaine, autrement dit des pompes à bras que l'on installe un peu partout. Donc l'AFD, nous sommes maintenant sur ces trois secteurs. Et pour rappeler ce qu'a dit Madame le Premier ministre ce matin, nous travaillons dans l'inclusion parce que aujourd'hui nous avons environ 45 millions d'euros d'investissement sur les deux régions où les taux de desserte sont les plus bas, qui sont les régions de la Kara et les régions des savanes. Donc c'est là aussi on essaye d'inclure absolument tous les citoyens togolais pour avoir l'accès à l'eau. Ensuite, écoutez, je serais ravi de pouvoir répondre à certaines questions, notamment sur, on a évoqué des PPP, je pourrais vous donner l'avis de l'AFD dans ce domaine. Merci, monsieur. Oui, vous avez évoqué l'intérieur du pays, le terroir, le territoire. Nous avons la chance d'avoir à côté de nous l'entreprise Vernier, qui a une forte expérience en Afrique, notamment sur les territoires, sur les terroirs. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager?
Oui, en effet. Alors juste pour préciser, il y a effectivement, je représente aujourd'hui l'entreprise Vernier Hydro, mais je suis également là pour parler de l'entreprise Oudouma, puisque Vernier Hydro, l'entreprise Oudouma est la sœur de Vernier Hydro qui s'est spécialisée dans les services d'eau potable en milieu rural. Donc comme vous le disiez, on a une expérience en tant qu'opérateur dans différents pays de la sous-région, et à ce titre, on essaye de faire un travail de vulgarisation de la position des opérateurs et des difficultés qu'ils peuvent avoir dans ce domaine-là. Je reprendrai les mots de Monsieur le maire par rapport au prix de l'eau. Et je comprends tout à fait la préoccupation. On parle ici d'un service particulier puisque c'est de l'eau potable. Vous le disiez, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Donc on n'est pas sur un produit commun, c'est vraiment spécifique. Il y a un impact social très fort. Donc le terme d'inclusion aussi est très important. Mais on a une réalité technique par rapport à des investissements. Il faut des infrastructures et la maintenance de ces infrastructures a un coût. Donc au final, le prix de l'eau a un coût. Maintenant, la question peut être qui assume ce coût ? Mais ce coût-là doit être couvert si on veut, et c'est tout l'objectif de notre démarche, avoir de la durabilité. Ce qu'on observe, et nous en tout cas en tant qu'opérateur, on est arrivé par ce métier-là par le biais de l'entreprise justement Vernier Hydro qui faisait de l'équipement. Et qu'est-ce qu'on a observé dans le monde du développement ? Et que dans nombre de cas, les infrastructures n'étaient pas accompagnées de services de gestion adaptés et donc conduisaient à des réhabilitations récurrentes, structurelles. Donc ce qu'on a voulu engager dans cette démarche, c'est apporter des solutions alternatives. Donc ça passe par la professionnalisation du service. Ce qu'on observe, c'est que plus les infrastructures sont avancées techniquement et plus le besoin de maintenance et d'opérationnalité est élevé et ne correspond pas aux capacités qu'on va trouver sur de la gestion communautaire, par exemple. Donc l'idée est d'apporter une approche professionnalisante, mais qui vise la durabilité. Et qui dit durabilité, pour nous, ça passe par la rentabilité. On veut essayer de s'affranchir de la subvention d'exploitation, c'est-à-dire récurrente, pour avoir des équilibres qui permettent d'assurer un service. Alors, il y a plusieurs enjeux derrière cela. D'avoir un prix de l'eau qui soit abordable et de couvrir les populations, l'ensemble des populations et quel que soit le type d'infrastructure. Donc effectivement, le spectre est assez large dans le monde rural. On va commencer par la pompe à motricité humaine et on va petit à petit aller vers des réseaux de plus en plus gros en passant par des installations solaires. Donc toute la démarche est d'essayer de trouver le système de gestion qui va permettre de dégager une petite rentabilité tout en garantissant un prix abordable. Et pour ce faire, Madame l'évoquait tout à l'heure, eh bien c'est le développement d'outils technologiques, de paiement électronique, de systèmes automatisés qui vont permettre d'arriver à ce résultat. Si vous voulez, le nombre des interlocuteurs ici le savent, mais ce domaine de l'hydraulique rurale a été fortement dépendant pendant des dizaines d'années de l'aide publique au développement. Et donc aujourd'hui, c'est essayer d'apporter un modèle nouveau dans lequel on rend le domaine non plus comme une charge pour les États, mais comme quelque chose d'attractif. Et donc, il y a un rôle que peut jouer, à mon sens, le secteur privé, c'est d'apporter cette innovation, d'apporter cette flexibilité et cette capacité à trouver des solutions. Maintenant, ça doit aller de pair, puisqu'on l'observe dans notre expérience, avec un accompagnement fort des pouvoirs publics dans la structuration, dans la réforme, pour la mise en œuvre d'un environnement qui permet l'investissement du secteur privé. Donc, on est un petit peu pionnier dans le domaine, même si on n'est pas seul, mais j'invite tout le monde à s'intéresser au sujet. Les choses bougent dans la sous-région. Il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent, et le Togo en fait partie, à cette démarche-là. Donc on reste prêt à partager notre expérience et à aider à faire bouger les choses. Très bien, je vous remercie. Alors le Togo, en matière d'innovation, vous avez parlé de l'environnement des affaires, de plus en plus et depuis quelques années. Nous sommes plutôt, là je prends la casquette togolaise, puisque je suis d'origine togolaise quand même. On est très bien positionné dans le classement Doing Business.
Il y a une cellule des climats des affaires qui a été mise en place aussi. Donc, de plus en plus, il y a des réflexions qui sont menées en matière de PPP, partenariat public-privé, mais adapté au contexte togolais. On ne peut pas le faire comme en Europe. D'ailleurs, dans certains pays européens, les PPP, en France, je sais, dans certaines régions, on n'en fait quasiment plus. Mais au Togo, aujourd'hui, la réflexion, c'est de se orienter vers les PPP adaptés à nous. Alors, si parmi vous, monsieur, je vais revenir vers vous, Amétène, vous avez quelques expériences ailleurs, dans d'autres pays, à nous partager en matière de, sur la question du PPP. Voilà, c'est une réflexion, vous pouvez nous le faire partager, on peut échanger à ce sujet. Merci. Je me présente d'abord, Khalid Alami, je suis hydrogéologue de formation et je suis directeur international du bureau d'études Amétène. Donc Amétène, c'est un bureau d'études français qui a 4 implantations en France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Lyon, Grenoble et Annecy, et dans la région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Oui, je suis là effectivement pour partager avec vous une expérience un petit peu particulière. Ce n'est pas du PPP, mais c'est du partenariat ONG-entreprise qui, selon les expériences qu'on a eues les 2 dernières années, qui fonctionne assez bien, mais quand même avec quelques conditionnalités. Donc je vais vous parler d'un projet qu'on a initié en Mauritanie et qui est en train de vivre plusieurs phases et qui est en train d'être un succès actuellement, je pense. Alors, au départ, c'était disons une convention de coopération entre 2 régions, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région du Tagan. En Mauritanie, la région du Tagan, c'est une région intérieure. Si vous situez un peu, c'est à peu près à 700 km à l'est de Nouakchott. Bien sûr, c'est une région sahélienne qui vit les problèmes que vivent un peu toutes les régions similaires. Donc, très faible taux de renouvellement des ressources en eau, problème d'accès à l'eau potable de la population, enfin bref, les problématiques classiques, mauvaise connaissance de la ressource en eau. Voilà. Donc on est parti de cette convention de partenariat entre les 2 régions et où, il faut dire, il y a eu effectivement des contributions financières de la part des 2 régions, c'est-à-dire que la région du Tagan s'est aussi impliquée dans ce projet. Donc ce projet, c'est un projet d'identification et de quantification des ressources en eau souterraines sur l'ensemble de la région, qui fait 100 000 km², donc 1/5 de la France. Donc il y a eu effectivement une contribution financière des 2 régions, et ça a permis de monter donc ce premier projet. Alors c'est un projet classique, hein, donc de collecte de données, de toutes les données existantes, de travail de terrain, de reconnaissance, de synthèse hydrogéologique et d'équipement d'un certain nombre de points d'eau pour suivre un petit peu le niveau de renouvellement de la ressource. Voilà. C'est une phase 1 qui est en train d'être terminée, donc le projet sera achevé en décembre. Alors, ce projet-là, il a permis d'identifier un certain nombre de zones où il y aurait, je parle encore au conditionnel, où il y aurait quand même des possibilités de ressources exploitables et renouvelables. Donc voilà pour la première phase du projet. À partir de cette première phase, il y a plusieurs phases qui sont en train de se dessiner. Une qui a déjà été actée, c'est une phase 2 qui va consister en un peu la suite de la phase 1. Donc, sur ces zones d'intérêt qui ont été définies,
réaliser des campagnes géophysiques pour un petit peu préciser les zones de ressources, réaliser des sondages de reconnaissance et puis définir quelques systèmes d'alimentation en eau potable de certaines localités qui bénéficient de cette ressource. Et puis après, en fonction des budgets, réaliser un ou plusieurs forages d'exploitation et l'équipe. Cette deuxième phase, alors toujours dans ce cadre de partenariat ONG-entreprise adossé à des conventions entre collectivités, cette deuxième phase donc, a été financée conjointement par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Voilà. Donc c'est un deuxième projet donc, qui vient à la suite du premier et qui va permettre un peu de affiner la connaissance de la ressource et passer surtout à un volet opérationnel d'alimentation en eau. Alors, à partir de ça, il y a eu de nouveau, donc tout ça, ça crée des émulations. Donc, à l'issue de quelques investigations de la première phase, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait pas mal de disponibilité, mais en eau saumâtre, au niveau de la région, dans certaines zones. Et là, on a eu, par exemple, un financement de nouveau de la région du Tagan pour équiper un pilote, d'abord faire une étude de faisabilité, définir un point d'eau avec un débit suffisant et une eau saumâtre, et puis ensuite équiper ce point d'eau d'un pilote de dessalement pour alimenter alors 2 ou 3 villages selon un petit peu les populations. Donc c'est une affaire qui est venue se greffer et qui est aussi en cours de réalisation. Puis il y a eu une étude d'impact sur l'environnement. Alors là, par contre, c'est l'ambassade de France à Nouakchott qui a cofinancé donc une étude d'impact qui pouvait éventuellement débloquer la réalisation d'un barrage, toujours dans la même région, pour définir un mode de gestion un peu plus rationnel et intégré de cette ressource. Si vous voulez, je schématise. Actuellement, on a des ressources souterraines qui existent. Il y a des forages, bien sûr, qui sont réalisés tant par la SNDE, qui alimente les principales localités, que par les privés pour alimenter pour irriguer leurs palmeraies. Et tout ça est géré de façon un peu approximative. Donc l'idée, c'était d'essayer de régulariser cette ressource par la réalisation d'un barrage et d'essayer de l'exploiter de la façon la plus rationnelle possible. Voilà. Donc tout ça sont des études qui sont venues se greffer. Ensuite, alors, phase 3 du projet dont je vous parlais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est je pense un projet qui a quand même un certain taux de réussite parce qu'il a généré quand même pas mal d'activités. Alors, la phase 3, c'est quoi? La phase 3, c'est en fait à la demande du ministère de l'hydraulique, et disons, dans le but un petit peu d'améliorer la connaissance et le suivi des ressources en eau. Et l'idée, c'est d'équiper, pas beaucoup, 7 ou 8 stations d'eau souterraine, d'eau superficielle et de stations météo. Donc les équiper en dispositif de suivi et de télémétrie pour transmettre l'information en temps réel à un terminal au niveau du ministère et aussi au niveau de la région. Donc ça permettrait. Donc ça, c'est un pilote uniquement. C'est un pilote qui permet donc effectivement une meilleure connaissance et un meilleur suivi de la ressource en eau. Alors, ce pilote, actuellement, il est soumis. Alors, je vous donne un peu les chiffres, hein, mais très grossièrement. La première phase, c'était à peu près 130 000 euros. La deuxième phase, donc géophysique, sondage de reconnaissance, c'est 250 000 euros. La troisième phase, là, on est sur un FASEP. Donc, on a déposé un dossier
a priori, c'est un dossier qui devrait passer. Et là, on est à 550 000 €. Donc, pour le pilote. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des niveaux d'importance qu'acquiert ce projet. Et ensuite, alors en quatrième phase, alors là, bien sûr, c'est conditionné par la réussite de ce pilote. Et ça serait, selon la volonté du ministère de l'Hydraulique, l'élargissement à l'échelle nationale donc de ce pilote, de ce dispositif de télémétrie. Entre parenthèses, c'est une opération qu'on a montée en Côte d'Ivoire, dans la région du Bélier, et qui est un peu plus avancée que le Tagan, mais qui est aussi en phase, disons, de bonne marche. Et à ce moment-là, alors, les premières estimations de la généralisation de ce système au territoire mauritanien, là, bien sûr, c'est 8 ou 10 millions d'euros. Donc ça devient beaucoup plus important. Bien évidemment, tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a quand même un certain nombre de conditionnalités. Par exemple, déjà, la chose la plus importante, c'est au départ l'implication financière des collectivités locales africaines. Ça, c'est une condition sine qua non partout, dans tous les pays. Deuxième point, c'est que ces projets puissent avoir des accès relativement aisés aux données. Donc aux données de base, qu'elles soient hydrologiques, hydrogéologiques, climatologiques, géologiques, enfin ce que vous voulez. Donc deuxième chose. Et la troisième chose, c'est d'assurer, toujours en parallèle, une appropriation des composantes de ces projets-là par le partenaire local, via, alors ce que vous savez tous, des formations, du transfert de technologie, on appelle ça comme on veut. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'au bout du compte, la collectivité locale ou le partenaire local en général puisse s'approprier techniquement et au niveau de la gouvernance ce projet. Et c'est ce qui permet, disons, en principe, ou au moins qui augmente au maximum les chances de réussite de ces projets. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Très bien. On a aussi d'autres projets qui sont en cours dans des cadres à peu près similaires au Cameroun et en Côte d'Ivoire, donc je disais. Et voilà, donc si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Vous avez parlé de coopération décentralisée entre la région Rhône-Alpes et une région de Côte d'Ivoire. C'est cela. Vous avez évoqué les questions de financement aussi. Vous avez aussi évoqué du partenariat entre la triptyque entre entreprises, ONG et collectivités territoriales. Est-ce que vous avez des réactions ou est-ce qu'on peut, si vous avez des questions dans la salle, je vois des nouvelles communes du Togo. Est-ce que vous voulez réagir, Madame le maire du ZIA? Si vous avez des questions, des réactions pour compléter. Vous avez évoqué tout à l'heure les PPP ou affiliés. On a une petite expérience, donc je vais essayer d'être bref. Encore une fois, remettons dans notre contexte qui est celui du rural, donc différent de l'urbain. On a eu une expérience récemment au Mali sur un investissement à hauteur de 40% sur un projet rural, l'équipement de 1400 points d'eau avec mise en gestion. C'était un montant de 5 millions d'euros, donc on a investi 2 millions d'euros. Et c'est extrêmement difficile. Et c'est une des leçons pour un opérateur privé que nous sommes. On est parti dans cette direction parce qu'on est convaincu que c'est une bonne direction et que ça reste un objectif que le privé puisse investir, non pas seulement dans la formation et toutes les ressources nécessaires pour lancer un projet, mais sur les infrastructures également. Et on se rend compte que dans le domaine du rural, c'est compliqué, c'est une des grandes leçons. Mais néanmoins, gardons ça en tête, c'est important parce que ça permet trois choses. D'une part, de créer un effet de levier pour refaire venir des bailleurs dans le monde du rural. La deuxième chose, c'est que ça permet de baisser, mine de rien, le coût du projet pour
l'État ou pour les cofinanceurs. Et le troisième point, c'est que ça permet de créer, et je pense que c'est le plus important, une situation qui va pérenniser l'engagement de l'acteur privé dans le temps. Et ça, c'est un point majeur, puisqu'on cherche de la durabilité, on cherche des services qui vont être fonctionnels dans 10 ou 15 ans, puisque c'est en général ces durées qui sont impliquées dans ce type de projet, ce type de contrat. Néanmoins, voilà, notre expérience nous a montré que des niveaux d'investissement de 40% étaient beaucoup trop pour le rural aujourd'hui. Donc on vise des choses autour de 5-10% aujourd'hui. Et puis je pense que l'expérience se développant, on va pouvoir développer des capacités d'opérationnalité qui vont permettre de réduire les coûts et d'augmenter cela. Mais il faut avoir ces valeurs en tête aujourd'hui. Oui, je voulais rebondir un peu sur la question de la rentabilité, qui est une question très difficile sur la question de l'eau, parce que la vente ou bien le service de l'eau est vraiment au franc prêt. Ce qui fait que quand on commence par parler de rentabilité, c'est toujours difficile. Et dans le contexte de partenariat public-privé, il est important que le public intègre toute la rentabilité financière et économique de l'eau dans le gain qu'il a dans ce service de l'eau. Parce que si on a de l'eau dans une zone, on peut développer d'autres activités. Si on n'a pas de l'eau, c'est difficile de développer d'autres activités. Du coup, la rentabilité au niveau institutionnel, au niveau du pays, au niveau du public, cette rentabilité n'est pas que à calculer sur directement la ressource en eau ou bien le service de l'eau, mais aussi à comptabiliser en termes de l'effet de levier que le service de l'eau va présenter dans la zone. Et donc cela doit pouvoir permettre à la partie publique de pouvoir créer des facilités au privé sur le service, permettant que des économies de frais au départ puisse permettre que le privé puisse avoir son retour sur investissement. Donc la réflexion sur le partenariat public-privé dans le secteur de l'eau, je me permets de dire qu'elle n'est pas la même que sur les autres questions. Elle est très sociale, l'eau, et donc on ne peut pas y réfléchir de façon très calculatoire, très mathématique, mais on est obligé de voir le service de l'eau dans un aspect holistique de ce que ça apporte comme transformation dans toute la communauté où le service est développé. Et ça fait partie aussi d'une des difficultés que les communes ont, et nous avons eu à expérimenter ça avec les communes que nous avons eu à accompagner à ARWP. Les communes au Togo aujourd'hui n'ont pas un budget assez fort. Et donc, quand les communes veulent mettre en place des projets d'eau, la première partie, c'est d'abord faire des études stratégiques. Et le financement de ces études est toujours compliqué. Parce que la commune n'a pas les moyens, mais aussi, tant qu'il n'y a pas une première étude, ce n'est pas évident d'aller mobiliser des fonds pour pouvoir obtenir ces financements. Et donc, parfois, on rencontre des maires assez dynamiques, assez visionnaires sur le développement de leur territoire, mais ce premier départ-là reste compliqué et ils ne peuvent pas avancer, quelles que soient les belles idées qu'ils ont, quels que soient les beaux documents qui manquent donc de l'étude stratégique de départ, qui ne peuvent pas être exploités. Et donc, c'est peut-être aussi des aspects qu'il faut que le public regarde. Quand je dis le public, en ce moment, je parle plus de l'État et ses partenaires techniques financiers pour aider à mettre en place ces études stratégiques-là, pour permettre que quand les communes veulent s'engager en mettant à profit leurs fonds qui ne sont pas très importants, que ce soit déjà pour avancer plus loin dans la mise en service de leur système d'eau. Donc, c'est les deux points sur lesquels je voulais encore revenir. Merci. Oui, je vais tout à fait dans le sens de ce que disait Kosiwa à l'instant. Et je parle sous peut-être aussi le contrôle
de l'AFD, il est clair qu'un dossier avec un bon diagnostic, quelle que soit la beauté du projet, un bon diagnostic, une bonne étude de faisabilité, ça, c'est nécessaire pour pouvoir aspirer justement à des fonds pour réaliser tout ou partie de ce projet, d'une part. Et d'autre part, très important, je disais aussi tout à l'heure, l'implication financière à ce stade, qui n'est pas énorme à l'échelle d'une commune ou d'un ensemble de collectivités, définir un projet, une faisabilité, un diagnostic, ce n'est pas énorme. Mais ça permet de montrer quand même l'implication de ce porteur de projet par rapport à la réalisation de son projet. Et souvent, je l'ai vu, ça fait quand même quelques années que je travaille en Afrique, je l'ai vu, souvent, ça a été des motifs de blocage pour de nombreux projets très justifiés. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je voulais aussi intervenir, comme l'a dit Kosua, sur les 117 communes que nous sommes au Togo, nous sommes répartis inégalement. C'est vrai, nos ressources sont très maigres, on n'en a pas. C'est pourquoi je me tourne un peu vers les bailleurs de fonds qui essaient de voir, j'en avais parlé au début, l'intercommunalité nous permet de nous mettre ensemble et de concevoir des projets qui peuvent être bancables. Donc il est donc important qu'au niveau des bailleurs de fonds, qu'il essaie d'appuyer donc les communes dans ce sens-là. Parce que si un dossier est mal ficelé, il ne peut pas être bancable. Il ne peut pas recevoir l'appui des bailleurs de fonds. Je veux vraiment insister là-dessus. Et comme on l'a dit, ensuite il faut réfléchir également à voir le côté, à part l'eau qui est vitale pour toute structure organisée ou bien toute une communauté, il faut voir derrière tout ce qui accompagne. L'agriculture par exemple. On tend vers un peu l'irrigation, les cours d'eau qui sont donc véhiculés pour produire du riz. Donc c'est en cela qu'il faut voir la rentabilité donc, de cet outil qui est l'eau, qui est important dans une communauté. Merci beaucoup. Il y a des réactions, mais je vais être un peu provocateur. Est-ce que dans vos communes, ça vous choquerait de vendre, notamment en milieu rural, de vendre de l'eau aux populations? Vous savez, j'en avais parlé au début, le rôle du bureau du citoyen, les OC, la société civile, qui est fortement impliquée. Au jour d'aujourd'hui, nous avons réalisé des bonnes fontaines un peu dans les quartiers, mais il faut les entretenir. Il faut donc parler aux populations, les conscientiser par rapport à l'entretien même des bonnes fontaines. Il y a un robinet qui est gâté, il n'y a personne pour le remplacer, le réparer, et ça crée des problèmes. On en a vécu. C'est pourquoi moi je salue vraiment la décentralisation au Togo. Vous savez, quand il y a des contrées, des villages pareils. Je donne un exemple. Nous à Palimé, à quelques kilomètres de Palimé, non de la frontière du Ghana, on avait décidé donc de construire une école et dans ce village, il n'y a pas d'eau. Parce qu'il y avait une pompe qui est gâtée il y a plus de 15 ans. Et le jour où je suis arrivé, j'ai posé la question, on va chercher de l'eau à côté au niveau du Ghana, mais c'était pas facile. Mais il fallait quoi? Rien du tout. En moins de 50 000 francs, en moins de 48 heures, j'ai redonné de l'eau au village. Il fallait voir les vieilles femmes rouler par terre en pleurant d'émotion. C'est en cela que la décentralisation, le gouvernement, le chef de l'État, il a réalisé quelque chose de très beau qu'on ne peut pas imaginer. Aller dans les coins les plus reculés pour voir ce que ça apporte aujourd'hui aux populations. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, les communes, nous sommes prêts à tout. On le réalise déjà. Des bonnes fontaines. On essaie d'organiser les quartiers pour qu'ils vendent de l'eau. Okay? Et ce qu'on récupère un peu, on essaie donc de le développer avec les CDQ pour nettoyer, pour réaliser d'autres projets. Par exemple, les latrines. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Merci. Donc, on est partant. On le fait déjà. On est ouvert à ça. Très bien. La F2, est-ce que vous... Pardon.
Moi, j'ai les commentaires sur tout. Si vous n'avez qu'une seule question, allez-y, madame. Je vous donne la priorité. Non, en fait, je voulais rebondir sur ce que monsieur le maire disait. Dans l'exercice de la responsabilité communale sur la question de l'eau, eh bien, l'autorité communale se rend compte de l'importance que l'eau soit revendue. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer aux citoyens lambda que l'eau qui est naturelle est revendue. Donc, c'est là où on rentre dans un concept sociologique pour expliquer que ce n'est pas l'eau qui est vendue, c'est le service de l'eau, etc., etc. Mais aujourd'hui, l'évaluation de l'accès à l'eau, à 100%, un service d'eau géré en toute sécurité, est évalué à un peu plus de 600 milliards de francs CFA. Et l'État compte mobiliser ici et là des fonds en espérant que le secteur privé pourra s'investir autour de 400 milliards. C'est autant de sommes d'argent qu'il faut bouger et personne ne va bouger de ces fonds s'il n'y a pas la durabilité qui est garantie, s'il n'y a pas un retour sur investissement qui est garanti. Donc aujourd'hui, il va falloir développer des concepts d'interaction avec les communautés à la base pour que cette communauté puisse intégrer l'importance de cette volonté de payer que l'on demande à la mise en place des infrastructures. Mais aussi, il faudra aller plus loin dans cette relation avec les communautés à la base pour que, en sortant le 25 francs pour payer un bidon d'eau ou bien 2 bidons d'eau, que ce citoyen lambda puisse se rendre compte que cela lui apporte un grand bien. Et donc, il y a tout le côté financier, tout le côté mobilisation de ressources, mais il y a aussi cet aspect-là de relation avec les communautés à la base pour qu'elles puissent rentrer dans la dynamique de compréhension de l'eau, de l'hygiène, de ce que cela apporte de plus à leur vie, mais aussi le confort du service auquel ils souhaiteraient être exposés. Et donc, c'est tout cela qu'il faudra mettre dans la balance pour qu'éventuellement, ces 600 milliards puissent être mobilisés et que cela on ne soit pas obligé de les répéter encore d'ici 2040. Merci. Bon, écoutez, je vais vous faire une petite synthèse vue de loin parce que je ne travaille pas qu'au Togo. Moi, je travaille dans tous les continents du monde quasiment. Et le résumé, pour résumer ce que dit madame, c'est que la rentabilité d'un système d'eau, c'est une rentabilité financière, ça c'est du court terme, et économique. Pour répondre aux charges d'un système d'eau, vous avez donc deux solutions. Soit vous faites payer les usagers, ça c'est le côté financier. Et comme dit monsieur le maire, ben, c'est difficile parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de payer l'eau très cher, et ils en ont pourtant besoin. Et le côté économique, c'est que le gouvernement subventionne massivement les services. J'ai longtemps travaillé dans le sous-continent indien. Dans le sous-continent indien, le prix de l'eau, c'est dérisoire. Mais en revanche, chaque année, l'État fédéral envoie un énorme chèque à toutes les sociétés d'eau pour combler leur déficit, notamment payer leur consommation électrique. Ce n'est pas forcément la logique des pays africains. Dans les pays africains, on essaye que l'eau paye l'eau et qu'on arrive à un certain équilibre financier. C'est extrêmement compliqué. Alors, je vais vous donner des chiffres aussi. L'AFD investit chaque année dans le domaine de l'eau et de l'assainissement entre 800 millions d'euros et 1,2 milliard. Est-ce que vous savez combien d'argent nous investissons avec des partenaires privés, c'est-à-dire en PPP, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a la réponse? J'offre une bière à celui qui donne la bonne réponse. Un jus, madame. Zéro. Il n'y a aucun partenaire privé intéressé pour financer de l'eau potable. Pour une raison toute simple, comme a dit madame, la logique de rentabilité financière joue pour un privé. Vous ne pouvez pas dire au privé, voilà, vous investissez, vous distribuez de l'eau, mais vous le payez à perte. Un privé va faire ça uniquement s'il a la garantie de l'État de se faire payer son déficit tous les ans. Alors ça existe aussi, ça s'appelle les Émirats Arabes Unis.
vous ne faites pas payer l'eau ou l'assainissement, mais à la fin, vous allez voir le chèque, et le chèque vous dit, vous voulez combien? Il vous fait justement un chèque, et il comble le déficit. Donc ça marche très bien. Mais ça marche très bien pour les pays très riches. Le PPP, dans le domaine de l'eau, c'est pour les pays riches. C'est des pays où le mètre cube d'eau se vend 3000 francs CFA le mètre cube. C'est le prix à Paris. Bon, dans les 3000 francs, il y a 2 tiers, c'est de l'assainissement, 1 tiers, c'est de l'eau potable. Mais vous imaginez faire payer 1000 francs le mètre cube à Lomé, mais je crois qu'on aurait quelques petits problèmes, et je pense que Madame le Premier ministre n'est pas d'accord du tout de signer le décret. Hein, donc vous voyez bien qu'on est dans un équilibre très compliqué. Donc c'est une premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect, un autre aspect, c'est que Monsieur le maire dit « Mais oui, des fois, avec pas beaucoup, on peut faire beaucoup. Ou on peut être très efficace. » Je suis bien d'accord. Mais mettre en route une PMH, ce n'est pas alimenter une ville comme Lomé. Pour Lomé, minimum, les prochains investissements que j'essaye avec les partenaires financiers de mettre en place, c'est minimum 80 milliards de francs CFA sur la ville de Lomé. 80 milliards. Et ça couvrirait que 50% des besoins. Donc comptez 160. Madame a donné le chiffre. Le ministère, si je ne me trompe pas, parle de 900 milliards sur les 30 ans qui viennent à investir dans le domaine de l'eau pour arriver à une couverture de 100%. Donc ça, c'est beaucoup d'argent et c'est illusoire de croire que le privé va pouvoir s'investir dedans. En revanche, alors là, je vais ensuite laisser la parole peut-être à Monsieur Dupuis qui me jouxte. Nous avons un petit créneau pour faire venir les privés, c'est les faire intervenir dans le domaine semi-urbain ou semi-rural. C'est-à-dire pas une PMH, ça n'intéresse pas grand monde, mais des petits systèmes d'AEP qui vont alimenter les communes de 1000, 1500, 2000, 3000 habitants avec une délégation à un opérateur privé togolais. Mais avec éventuellement un partenariat, et on en a parlé ce matin en plénière, un partenariat avec des sociétés françaises ou européennes qui peuvent apporter du savoir-faire, de la technologie, peut-être aussi un petit peu d'économie digitale qui, je pense, est en train de se développer beaucoup au Togo. Donc c'est assez facile d'amener une nouvelle technologie parce qu'elle est vite comprise et vite implantée. Et ça, nous essayons de le faire avec le ministère actuellement pour inviter des partenaires, mais des partenaires locaux togolais, à prendre l'exploitation de plusieurs dizaines de systèmes de mini-AEP, de les retirer donc de la responsabilité de la Togolaise des eaux, parce que ce n'est pas tout à fait dans son périmètre d'affermage, hein, pour que nous, bailleurs de fonds, nous puissions investir sur les investissements même, les tuyaux, les châteaux d'eau, les pompes, et ensuite que l'opérateur local, avec un appui, avec une association, avec un opérateur ou une société internationale, puisse gérer sur une durée de 10 à 15 ans, avec un prix donné, tous les petits problèmes de remplacement du robinet qui fuit. Et honnêtement, quand tous les robinets fuient, vous n'avez plus aucun rendement dans le réseau et toute l'eau que vous pouvez produire, vous la perdez et vous avez un service qui se dégrade énormément avec 1 heure d'alimentation tous les jours. Je vous remercie. Oui, c'est pour accompagner ce que vient d'expliquer M. Renard. En effet, il y a des secteurs dans lesquels, comme je vous le disais tout à l'heure, le secteur privé peut apporter une plus-value, peut apporter de la pérennité, de la durabilité. Et nous voyons d'un très bon œil le développement de ces approches-là. On en est partie prenante, mais on en est aussi le vulgarisateur, parce qu'on est une des rares sociétés à le faire à grande échelle dans divers pays. Donc, mais en revanche, gardez en mémoire les contraintes
qui sont associés, il faut des péréquations, il faut des environnements propices, encore une fois. Donc il y a un travail en amont qui est important avec les autorités pour construire tout ça et que ça soit solide. Et je terminerai juste, pour reprendre ce qu'a dit Madame tout à l'heure, n'oublions pas que l'eau est un catalyseur du développement du reste. Donc c'est une base, on l'a dit, indispensable. Donc il est important de stabiliser le service de l'eau pour que le reste puisse se développer. Donc on croit fort dans cette nécessité d'avoir des services de l'eau ruraux qui soient durables. Voilà. Merci à vous. Avant d'applaudir nos invités, je voudrais donner la parole à M. Elavagnon. Vous pouvez vous rapprocher, qui est une start-up. Je vais vous passer la parole pour que vous puissiez présenter votre projet, votre société. Alors, dans le cadre de cet événement, nous avons convié des porteurs de projets. En fait, il y a 3 ans, le Togo avait organisé un forum UE Togo. Et au cours de ce forum-là, un certain nombre de start-up, de porteurs de projets avaient été repérés. Voilà. Il y a eu des projets qui ont été présentés. Et entre deux, on a eu le Covid, les choses sont calmées. Et donc, du coup, l'État togolais, avec la délégation de l'Union européenne, le tend la main aujourd'hui pour se présenter. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis Elavagnon Dodi-Roger, économiste de formation à l'Université de Lomé. Et je suis le promoteur de l'entreprise BWR Group. J'ai une forte expérience dans le domaine du recyclage des déchets plastiques. Si nous jetons un coup d'œil un peu partout dans les quartiers de nos communes, nous allons rendre compte que la gestion des déchets plastiques constitue des sérieux problèmes pour nos États. C'est là que BWR est intervenu pour pallier à ce problème. Notre société a été créée en 2018 et a pour objectif de transformer les déchets plastiques en matière première pour la production des objets plastiques et pour le ravitaillement des industries plastiques sur le plan national et international. Nous avons déjà créé 40 emplois directs et environ 350 emplois indirects. Et nous avons une capacité de recycler 60 tonnes de déchets par mois, soit 720 tonnes par an. Nous avons notre part de marché sur le plan national et international est estimée à 60% de la capacité de notre production. Et dès la première année de notre production, notre chiffre d'affaires est estimé à 160 millions de francs CFA. Et dans 5 ans, nous prévoyons atteindre 360 millions. Bon, le coût total de notre projet s'élève à 159 502 000 francs. Et le besoin de l'investissement s'élève à 122 millions. Bon, ceci va nous permettre d'installer une grande usine de transformation des déchets. Et ceci va permettre de créer des emplois pour réduire le taux de chômage. Et nous savons déjà que nous ne pouvons pas parler de l'assainissement sans parler de la gestion des déchets. Donc, notre projet constitue un projet phare qui intervient pour régler le problème de la gestion des déchets sur le plan national et international. Merci. Merci beaucoup. Quelques réactions dans la salle?
Je me présente Florent Dobalou. Je viens du Bénin. J'ai entendu parler de cette rencontre et je tenais à y assister. Je suis le PDG de l'entreprise L'Odéon et je représente DBE International pour le traitement écologique des eaux usées. Donc, c'est une technologie qui traite les eaux sans électricité, sans addition de produits chimiques. Et la réutilisation de ces eaux aussi est possible. Et dans les régions où il n'y a pas assez d'eau potable aussi, il y a un traitement secondaire que nous pouvons faire aussi et rendre cette eau potable aussi. Donc, quand on parle de l'eau, on les utilise, on doit aussi penser à leur traitement avant de les laisser dans la nature pour pouvoir préserver l'environnement et préserver l'eau potable qui existe en quantité limitée. Et l'agriculture qui utilise une grande partie de l'eau, nous avons besoin de traiter et réutiliser ces eaux pour pouvoir maximiser tout ce qui concerne l'agriculture. Donc, pour cette technologie dont je viens de parler, je représente la technologie au Bénin, au Togo, Ghana et au Burkina aussi. Donc, je suis là aujourd'hui pour pouvoir parler de cette technologie que l'Afrique a vraiment besoin aussi. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? S'il n'y a pas de questions, je vous invite tous, après, si ça vous intéresse, à aller voir la conférence sur l'énergie qui se déroule en salle Concorde tout en bas. Voilà. Avant que nous ne descendions pour... Oui, effectivement. Effectivement. Il y a peut-être un aspect sur lequel on n'est pas beaucoup revenu. Bon, on en a parlé, c'est l'intervention des ONG. Aujourd'hui, beaucoup de communes ou bien même de réseaux urbains bénéficient de l'appui des 1% solidaires de la France au niveau du service de l'eau. Et c'est quelque chose d'assez intéressant qui appuie certaines communes qui arrivent à les mobiliser. Et je pense qu'en termes de financement du secteur privé, c'est peut-être aussi des concepts que le cadre togolais doit analyser. Les dons ou bien les subventions défiscalisées sont aussi des choses à voir, par exemple avec la JET, qui peut, au travers des fondations de leurs entreprises ou au travers de la RSE, aussi investir dans le secteur de l'eau. Évidemment, pas à des montants aussi mirobolants que 600 millions, 900 millions, mais toute goutte envoyée dans le secteur de l'eau est très importante. Donc, si on arrive à mettre en place des concepts de dons défiscalisés pour les entreprises, ça aussi, ça peut les motiver à injecter un peu dans le secteur. Donc, je pense que c'est aussi une recommandation que notre atelier peut faire pour que, au niveau de l'autorité, cela soit envisagé. Voilà, merci. Merci aux panélistes, merci à vous présents. Je vous invite à aller suivre la conférence à l'atelier énergie où nous pourrions compléter nos connaissances et nos expériences en matière de PPP. Mais au Togo, je tiens à préciser que nous pensons à des petits PPP. Bon après-midi.